Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce soir dans Question d'actu. Comment préserver le pouvoir d'achat des Algériens? La question se pose avec acuité au plus haut niveau de l'État. De nombreuses décisions ont été annoncées lors du dernier Conseil des ministres. Le président de la République a annoncé notamment la révision structurelle de l'IRG et une augmentation du point indiciaire, ce qui permettra une augmentation des salaires. La flambée des prix des produits alimentaires a également été évoquée, en cause la spéculation. Un phénomène récurrent qui survient généralement, vous le savez, lors de crises, au point où la pomme de terre se transforme en un produit de luxe. 1 kg de pommes de terre proposé chez le détaillant à 100 dinars, 1 kg de poulet à 500 dinars, pour ne citer que ces deux exemples. En dépit d'une offre jugée suffisante sur le marché, d'un contrôle censé être renforcé et assuré par le ministère du Commerce, les spéculateurs continuent à imposer leur dictat sur le marché. Pour contrer la mainmise des spéculateurs sur l'approvisionnement du marché, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a chargé le ministre de la Justice d'élaborer un projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation avec des peines allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Pour en parler ce soir, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mohamed Louhaidia. Bonsoir, vous êtes le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, bonsoir. Nous accueillons également Monsieur Ali Zoubar, bonsoir. Vous êtes directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur Hazeb Ben Chahra, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, l'UGCA. Monsieur Hassan Menouar, bonsoir. Vous êtes président de l'association L'Amen pour la protection des consommateurs. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, première question, la spéculation, messieurs. La régulation doit forcément passer aujourd'hui par la criminalisation. Je vous donne la parole à vous en premier, monsieur Louhaidia. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Effectivement, nous avons ce phénomène de spéculation qui est en train de prendre de l'ampleur de jour en jour, et nous saluons la décision de Monsieur le Président de la République de pouvoir sanctionner cette pratique sévèrement. Donc cette décision, elle est prise dans le cadre d'un ensemble de décisions en faveur du citoyen, du consommateur en général. Pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Bien sûr, c'est notamment en ce qui concerne l'IRG, toutes les dispositions prises en charge par Monsieur le Président de la République. Nous, au ministère du Commerce, nous sommes en combat permanent contre la spéculation. Parfois, on procède à des opérations coup de poing, comme la dernière opération contre le stockage illicite de la pomme de terre, où nous avons saisi presque 120 000 quintaux de pommes de terre stockées d'une manière illicite chez des spéculateurs. Et l'opération continue sur On va parler des systèmes de contrôle renforcés un peu sur le terrain. On va rester d'abord sur cette nouvelle, la criminalisation aujourd'hui des spéculateurs. Comment vous avez accueilli, vous, la nouvelle? C'est assez extrême comme décision. C'était aujourd'hui la meilleure manière pour mettre un frein à cette envolée des prix, des produits alimentaires et en général, et pas que, monsieur Zoubar. Merci. Effectivement, c'est une question pertinente. Aujourd'hui, évidemment, on est arrivé à un stade où il faut vraiment prendre des mesures très sévères contre ce phénomène. Il faut bien un jour mettre un terme. Eh bien, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Donc, parce qu'il a pris de l'ampleur au point où il s'attaque directement au pouvoir d'achat du citoyen. Donc, et également à l'économie nationale, parce que aussi l'économie nationale en prend un coup. Donc, il faut bien mettre tous les outils nécessaires pour lutter contre ce phénomène qui devient de plus en plus... qui touche les poches des citoyens aujourd'hui de plus en plus, en période de crise encore plus difficile. Aujourd'hui, monsieur Bouchara, comment les commerçants ont accueilli cette nouvelle ?
De toute façon, les commerçants n'ont pas accueilli cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour bloquer les spéculateurs, parce que les spéculateurs écoulent leurs marchandises chez des commerçants illicites, bien entendu. Donc, nous remercions le président de la République d'avoir pris cette décision-là. Et seulement, ce n'est qu'une décision parmi d'autres. Il va y avoir d'autres décisions pour réguler le marché, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, et on ne veut pas de solutions temporaires. On veut vraiment des solutions définitives. Parce que maintenant, on règle le problème. 2 mois après, le problème surgit une deuxième fois, une troisième fois. C'est-à-dire qu'on répond à des situations de crise. Donc pour répondre des situations de crise, il y a toujours, même maintenant, on a des lois qui pénalisent ces spéculateurs. Mais seulement, même les contrôles ne sont pas assez rigoureux et forcés pour contrôler à longueur d'année. Ce n'est pas uniquement quand il y a une petite crise. Donc, on souhaite que... d'autres mécanismes soient mis en place. Il y a une volonté politique pour en arriver, pour faire mieux. Donc, tous ensemble, on doit faire des efforts pour trouver des solutions équitables pour l'avenir. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Algériens a été fortement touché et les spéculateurs en rajoutent à chaque fois et profitent de ces périodes de crise pour faire plus de bénéfices. Hein. Oui. En tout cas, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Enfin, ça fait très longtemps déjà que la question ça se pose pratique, depuis des années. Oui, depuis des années. Mais malheureusement, cette année, on a vraiment ressenti, parce qu'il y a la crise sanitaire, Covid-19, qui a accentué cette crise économique. Et puis, les augmentations sont venues d'une manière très intense pendant la période de la rentrée sociale, ce qui nous a touché, nous les consommateurs et tous les citoyens algériens. Donc la décision du président de la République, bien sûr que ça démontre qu'il y a au moins une attention des pouvoirs publics par rapport à l'intérêt primordial du consommateur, c'est le pouvoir d'achat, donc comment faire face aux dépenses. Ça, c'est une excellente chose. Mais il va falloir qu'il y ait des mécanismes d'application. Ça va être très facile pour le ministère de la Justice d'élaborer des textes de loi, ça va être même fait rapidement, mais après les appliquer sur le terrain, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que la spéculation, c'est une gangrène qui a touché pratiquement, je dirais, presque tous les réseaux de distribution des denrées alimentaires et autres denrées. Donc actuellement, il sera difficile de trouver où est la spéculation. Pour qu'on puisse... Il n'y a pas assez de visibilité, de traçabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que pour qu'on puisse la déterminer et savoir qui est spéculateur, il faudrait d'abord instaurer ou installer un réseau de distribution professionnel. On va devoir d'abord identifier les producteurs, les distributeurs, les stockeurs, ceux qui font la régulation du marché, ceux qui ont des plateformes stratégiques pour le stockage. Les marchés, quand ça sort de ce circuit, c'est là qu'on trouve le spéculateur. Mais malheureusement, actuellement, pratiquement tout notre marché... Pratiquement tout notre marché est de la spéculation. Oui. On est dans l'informel à grande partie, donc on est dans la spéculation. Donc qui va-t-on sanctionner maintenant? Voilà, c'est ce qui va être difficile. Mais pour nous, en tant qu'association Al-Aman, on a encore d'autres propositions. Et on voudrait bien que les pouvoirs publics les prennent en charge. On va en parler. Alors, vous l'aurez compris, messieurs, les experts estiment que la solution ne doit pas être conjoncturelle, mais réfléchie. Cela ne résulte pas uniquement de la spéculation. Il y a aussi un déficit dans la production nationale, la régulation et le manque de marché de proximité, de gros et de détail. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau du ministère du Commerce? Vous devez être sur le terrain, faire un travail renforcé, contrôlé. Nous n'avons pas de facture aujourd'hui au niveau des mandataires. On a des commerçants également, des fellahs. Comment ça se passe aujourd'hui? Pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à imposer cela en amont pour avoir une traçabilité? Au niveau du ministère du Commerce, nous avons ouvert un chantier qui porte sur la moralisation de l'acte de commerce. C'est une solution inclusive qui regroupe toutes les parties concernées par l'activité commerciale, les secteurs économiques, les secteurs publics, les pouvoirs publics, les représentants des commerçants et des consommateurs. On est dans ce cadre-là, on est en train de trouver les solutions idoines. Parce que les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas trouver les solutions vraiment durables et efficaces. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait une coordination entre les différents secteurs. On va en parler aussi. Oui.
Nous avons des mécanismes de coordination. Nous sommes en étroite collaboration avec les secteurs concernés surtout. Mais nous appelons nos amis, les commerçants et les consommateurs à jouer leur rôle de sensibilisation pour nous faire faciliter la mise en œuvre des solutions qui sont proposées. Actuellement, tout le monde est représenté dans ce cadre-là. On espère, Inch'Allah, très prochainement, mettre en œuvre certaines bases solides et durables pour trouver des solutions à l'activité commerciale et économique en Algérie, parce qu'on ne peut pas continuer de fonctionner de cette manière dans l'ère de la digitalisation. Oui. On continue à fonctionner d'une manière vraiment... Il faut numériser pour avoir plus de transparence et pour ça, avoir cette traçabilité tant demandée. Il nous faut l'apport de tout le monde, de toutes les parties concernées par cette solution. Monsieur Zoubar, aujourd'hui, on dit, le département de l'agriculture dit à chaque fois que il y a une offre suffisante sur le marché, que les produits sont disponibles, mais pourtant on arrive toujours à ces pénuries. On dit souvent que les pénuries sont créées. Les spéculateurs donc stockent la marchandise, on ne la retrouve pas sur le terrain. Comment vous expliquez cela aujourd'hui, qu'il y ait une marchandise suffisante? Est-ce qu'elle est à quelle hauteur est-ce qu'on couvre les besoins des Algériens aujourd'hui en produits alimentaires? Et pour ce qui est de beaucoup de production, évidemment, à part les céréales et le lait, où nous avons un déficit, sinon nous couvrons plus de 70% des besoins nationaux. En termes aujourd'hui, comme vous savez, nous n'importons pas ni de fruits ni de légumes aujourd'hui, sauf si à titre exceptionnel. Mais sinon, la production, elle existe, elle est sur le marché. Mais je voudrais simplement revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est que ça passe nécessairement par l'identification des acteurs. Donc, et nous, au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, nous avons déjà, de par un passé très récent, engagé ce travail d'identification. C'est d'avoir engagé une action de soutien aux agriculteurs afin qu'ils s'organisent notamment en interprofession. Donc aujourd'hui, nous avons plus de pratiquement de 19 quand même filières qui sont organisées, où les acteurs sont organisés en interprofession, et également nous nous efforçons à aider les professionnels à s'organiser en coopérative. Et d'ailleurs, c'est une action inscrite dans la feuille de route à travers l'élaboration, l'amendement du texte régissant les coopératives agricoles. Et nous avons aujourd'hui un texte très simple, et nous avons aujourd'hui l'agriculteur a la possibilité de se constituer en coopérative pratiquement en un temps record au niveau local. Donc cette identification des acteurs va nous permettre, va faciliter la régulation. Est-ce que vous avez commencé ce travail d'identification? Aujourd'hui, on sait très bien que pour avoir une traçabilité, on a besoin de papier, on a besoin de factures, on a besoin de bons de livraison. Et pourtant, les éleveurs n'arrivent pas encore à se familiariser avec ces documents. Pourquoi? Est-ce qu'on compte l'imposer? Déjà, ce n'est pas toutes les franges des éleveurs et des agriculteurs qui ne disposent pas de documents. Ça dépend des filières. Il y a certaines filières où il y a des documents, si je cite par exemple la filière lait, mais c'est généralement un problème récurrent. Et il y a quand même, c'est des milliers d'éleveurs qui sont identifiés, qui travaillent avec la traçabilité la plus totale, parce que ils ont le soutien de l'État. Alors où se situe le problème? Au niveau de quelle filière? Alors où se situe le problème? Bon, il y a certaines filières, ce qu'on appelle au niveau du ministère de l'Agriculture les filières spéculatives. Ces filières-là, on peut dire qu'ils échappent à l'identification. C'est-à-dire ce sont ceux qui travaillent, par exemple, qui font de la pastèque, de melon, etc. C'est les filières spéculatives? Spéculatives. Mais sinon, les filières, vous avez mon collègue a parlé de la pomme de terre. Cette filière,
En tout cas, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont identifiés, ne serait-ce que parce qu'ils bénéficient de soutien de l'État. Voilà, donc, mais ça reste, l'identification, c'est un travail qu'il faut continuer. Et d'ailleurs, il s'inscrit dans le cadre d'un chantier que nous avons ouvert au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à savoir la numérisation des secteurs. Donc ça, automatiquement, pour numériser, il faut aller vers la base de données des agriculteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de numériser à l'échelle locale, de créer des bases de données des agriculteurs. Donc c'est un travail un peu ardu, c'est pas du jour. Vous avez une échéance, on en parle depuis longtemps, hein. Aujourd'hui, la numérisation, la récolte d'informations de toutes ces données. Hein. Aujourd'hui, on est toujours à débattre des mêmes questions. Hein. Oui. Non, si vous permettez, M. Zobar, nous, en tant qu'association des consommateurs, on a beaucoup parlé sur ça. Et on a fait même des propositions qu'on a déposées même à la présidence de la République. C'était d'abord, et si on parle de consommation, on parlait de production d'abord, avant la distribution, et c'est la production agricole. Donc il faudrait qu'il y ait d'abord une planification agricole. C'est la carte agricole. Voilà. C'est la chose qui nous manque encore en 2021. C'est quoi la planification agricole? C'est d'abord de calculer que mangent les Algériens, les 45 000 Algériens, qu'est-ce qu'ils mangent au mois de janvier, au mois de février, à la veille du Ramadan, pendant le Ramadan, à Eid al-Adha, à la rentrée sociale, en hiver. Qu'est-ce qu'ils mangent en pommes de terre, en tomates, en poivrons, etc. Et faire de la commande, faire des bons de commande aux agriculteurs à travers les filières, à travers les coopératives. Donc ça nécessite un recensement, identification. Et quand on a la production nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, comme on l'a vu plusieurs fois, où des agriculteurs ont perdu leur récolte parce qu'ils l'ont jeté, il n'y avait pas de preneur, ou bien ça tombe sur le consommateur qui paye trop cher parce que l'agriculteur n'a pas fait assez de production. Je donne l'exemple de l'ail actuel. Cette année, elle est à 600 dinars le kilogramme, alors que l'année passée, elle était à moins de 50-60 dinars le kilogramme. Donc ce déséquilibre, il n'est pas encore maîtrisé par les pouvoirs publics. Parce qu'on n'a pas fait un calcul pour dire qu'il nous faudrait tant de tonnes à préparer pour l'été. Il n'y a pas de visibilité en général sur notre production, c'est une carte. notre consommation. On pourrait la faire même avec un SIG, un système d'information géographique, repérer les zones, les régions qui produisent, la meilleure région qui produit la pomme de terre, l'autre qui produit l'oignon et l'autre qui produit la tomate, et faire un calcul. Finalement, on n'est que 45 millions d'habitants et on a des terres qui sont très fertiles partout en Algérie. Donc ça, c'est très facile. Après, bien sûr, il faut identifier les réseaux de distribution. Bien sûr, en numérisant. Très en retard. Je ne sais pas, maintenant là, je parle en tant que société civile. On est en retard parce qu'on n'a pas été capable ou bien parce qu'on ne veut pas? Parce que c'est quoi la numérisation? C'est de l'Internet, c'est de l'Internet, c'est de l'Internet là, mais on doit le renforcer, c'est le débit, les infrastructures, et permettre à tous ces intervenants dans la chaîne d'être recensés numériquement. Il y a aussi trop d'intervenants dans la chaîne. Justement, mais parce que quand on identifie le producteur, après on identifie le collecteur ou le mandataire ou le grossiste, après c'est le marché de gros et le marché de proximité. On a normalement 3 à 4 marges bénéficiaires. Mais maintenant, actuellement, avec la spéculation, on a une dizaine. C'est tout le monde qui prend un bénéfice, jusqu'au dernier qui arrive avec sa camionnette en bord de route, qui prend un bénéfice. Et c'est pour ça que ça revient trop cher. Alors, M. Le Haïdi, hein, vu comme ça paraît simple. Oui, si on veut identifier cette étape qu'on vit actuellement, nous sommes... Il y a un manque d'encadrement dans le secteur aujourd'hui, que ce soit agricole ou au ministère du Commerce. On a du mal à connaître tous les acteurs qui activent dans ces secteurs-là et qui mènent à une spéculation. Pour les commerçants sont connus, les commerçants... On parle de tous les intervenants dans la chaîne. Et nous avons ce phénomène de spéculation qui est en train de prendre de l'ampleur. Il a touché pas mal de secteurs d'activité. Nous sommes en train de le combattre en collaboration avec tous les secteurs concernés, pouvoir public, sécuritaire et tout ça. Mais nous sommes actuellement dans une phase de transition du commerce classique au commerce numérisé. Je pense que... Est-ce que vous avez commencé, vous êtes avancé sur vous avez un pourcentage du taux d'avancement dans ce projet? Vous avez une date butoir pour arriver à arriver à terme? Nous sommes en train de travailler étape par étape et par priorité. Nous avles Donc vous avez identifié quel secteur? Nous sommes en train de, par exemple, l'approvisionnement, les prix,
la levée des prix, quotidiennement, nous avons un système de suivi de la fluctuation des prix au niveau du marché national. Pour pouvoir agir, nous avons mis en place certaines applications numérisées pour pouvoir contrôler d'une manière efficace et intervenir, le cas échéant, dans des conditions bien définies. Mais tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs et tous les parties concernées doivent savoir que nous sommes en période de transition qui nécessite l'effort de tout le monde. Donc pendant cette période de transition, la spéculation entre-temps oui, la spéculation, c'est pour ça on lance un appel à nos frères commerçants. Oui. Et à s'inscrire dans cette consommateurs. démarche. Oui, c'est notre pays, on vit dans l'Algérie, on ne peut pas toucher à notre économie. Si on touche à notre économie aujourd'hui pour gagner faire un bénéfice illégal pour une personne ou une minorité, on va Alors c'est ça, hein, le but c'est de construire une économie forte. Ce que vous dénoncez, vous, c'est que cela apporte... Ces bénéfices vont généralement au commerce illégaux. Moi, autant que représentant à l'informel, autant que syndicaliste, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce point. Primo, notre commerce est malade. Il faut le revoir en profondeur. Primo, tous ceux qui exercent le commerce en Algérie, il n'y en a que environ 40% de commerçants déclarés. Les 60% sont illégaux. Et toutes les marchandises et les spéculations qui sont faites sont écoulées par ces commerçants illégaux. Donc maintenant, si l'Union a été toujours une force de proposition et non de revendication, nous on veut bien, on tend la main au ministère du Commerce, qui est presque notre tutelle pour travailler avec lui, on lui tend la main. Nous on est consommateurs dans tous les produits, on est commerçants dans un seul produit, donc on soutient les consommateurs. Nos frères Pedlah, ils ont besoin d'aide eux aussi, parce que déjà l'agriculture en Algérie n'est pas mécanisée à 100%. La main-d'œuvre agricole n'existe plus maintenant. Donc l'agriculteur, ou le fédéral comme on l'appelle chez nous, il suit pour produire. Déjà, on le remercie d'avoir produit, mais seulement ce qui fait les prix, ce n'est pas la direction du commerce, le ministère du commerce, ou nous, c'est l'offre et la demande. Donc s'il n'y a pas d'offre, les prix augmentent automatiquement. Maintenant... Il n'y a pas assez d'offres. Pourtant, on assure que l'approvisionnement... Pas assez d'offres. Et maintenant, je voudrais bien, je rejoins mon ami, quand il a dit il faut une planification. Moi, je propose... Selon les besoins des consommateurs. Moi, j'ai envie c'est-à-dire qu'il y ait un ministère... tout un ministère de la planification pour savoir les besoins de tous les citoyens algériens en tel produit. Et savoir, c'est très important, les produits qu'on peut, c'est-à-dire qu'on peut exporter. Parce qu'on on ne peut pas, on n'a pas le droit d'exporter les produits, les besoins de la société, les besoins donc maintenant, même l'exportation n'est pas bien réfléchie. On est en train parfois d'exporter les besoins, on exporte les surplus. On ne peut pas exporter les besoins du citoyen. Oui, non, mais bon, c'est clair, quand on parle d'une carte agricole, c'est pour déterminer les quantités à consommer localement et prévoir les productions spéciales ou spécifiques pour l'exportation, ça c'est clair. Et aussi les productions à stocker. C'est les stocks de guerre qu'on doit prévoir. Et c'est pour cela qu'après la production, on a besoin des plateformes stratégiques pour le stockage. Stockage frigorifique. On appelle stockage stratégique. Voilà. Le stockage stratégique, justement pour équilibrer l'offre et la demande. Quand il y a une demande qui est excessive par rapport à l'offre, eh ben, on fait sortir des produits de la plateforme stratégique pour alimenter les marchés et maintenir les prix à plus ou moins quelques dinars. C'est ce qui se fait partout dans le monde, mais malheureusement chez nous, ce qui fait le plus de mal aux consommateurs, c'est pas seulement la cherté, mais c'est le fait aussi qu'ils n'arrivent plus à prévoir des budgets pour le mois.
ce mois, il peut dépenser 30 000 dinars, l'autre mois, il devrait dépenser 60 000 dinars. Selon la conjoncture, on l'a vu pendant la période du Covid, comment les produits du citron, du thym qui avaient augmenté. Et ça dénote qu'il n'y a pas de maîtrise. Hein. C'est-à-dire on ne maîtrise plus, on ne maîtrise rien. En réalité, c'est ça, c'est toute la chaîne, on ne la maîtrise pas. Comment dire, et on se retrouve dans des situations, comme je disais tout à l'heure, soit c'est le producteur qui perd, soit c'est le consommateur qui paye trop cher. Le même problème pour la production agroalimentaire, parce qu'on n'a pas que la production agricole. C'est la même chose. Donc il faudrait, nous, en tant qu'association, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas seulement un contrôle du commerçant dans sa petite boutique, mais aussi le contrôle en amont chez l'agriculteur, plutôt chez le producteur. Un producteur à qui on donne un terrain industriel, au dinar symbolique, à qui on donne beaucoup d'avantages fiscaux et parafiscaux, l'électricité qui est subventionnée, l'eau, le gaz, et à la fin, il fait des bénéfices autant qu'il veut. Et on ne maîtrise même pas les coûts de revient. Donc nous, ce qu'on demande au ministère du Commerce, c'est qu'il y ait des brigades pour aller s'asseoir avec les producteurs et faire un calcul détaillé du prix de revient de chaque produit. Et puis, nous l'annoncer à tous, qu'on nous dise que les pâtes, par exemple, elles vont coûter 25 dinars. Tout le monde sait que c'est 25 dinars. Maintenant, si le producteur la vend plus cher, beaucoup plus cher, au-delà de 20 à 30% de bénéfices, ça veut dire qu'il est en train de faire, qu'il est en train de prendre du sang des consommateurs et aussi de l'argent du trésor public. Donc, parce qu'il n'a pas... Du moment qu'on a donné des avantages à ces producteurs, il y a un cahier des charges. Sur le cahier des charges, on doit même dire que vous avez des avantages fiscaux. Il y a beaucoup des produits qui sont subventionnés sur lesquels on fait le plus de bénéfices. On donne 10 ans d'avantages. On donne 10 ans d'avantages fiscaux, parafiscaux. Et bien qu'ils nous donnent 10 années... 10 années de stabilité du bénéfice. Il ne doit pas bouger le bénéfice, par exemple. Il le maintient à 20% pendant 10 années. Donc ça fera que du bien pour l'économie nationale. Je crois que même les commerçants sont d'accord. Mais je m'excuse. Là, il faut une réglementation, parce qu'il n'y a pas de réglementation qui est, c'est-à-dire qui limite les bénéfices. Maintenant, on peut vendre la pomme de terre, on l'achète à 20 dinars, on peut la vendre à 200 dinars, on ne peut pas être contrôlé parce que la loi, le marché est libre. Donc, pour nous, commerçants, parfois, on voit les contrôleurs, nos amis du commerce, qui viennent contrôler le commerçant qui est le dernier maillon de la chaîne. On lui demande la facture. Pour nous, c'est un abus. Pourquoi ne pas demander au premier maillon de la chaîne, on est d'accord pour travailler avec la facturation. Non seulement pour savoir le produit, d'où il vient, etc. Même on est d'accord pour la traçabilité du produit, on est même d'accord pour avoir un taux de bénéfice, un pourcentage de bénéfice sur le produit. Si on travaille avec la facturation, on peut faire ça. Mais seulement maintenant, la première des choses qu'on doit faire, si c'était nous, on doit, c'est-à-dire trouver une solution, parce que je ne dois pas dire éliminer ou là, trouver une solution pour le marché informel. Et nous, on a des propositions pour cela. Mais vous avez toujours dénoncé ça, pour le marché informel. Mais je m'excuse, ceux qui font le commerce parallèle, ce sont des Algériens. Ils ont besoin ils ont des familles, etc. Essayez de les intégrer dans le commerce légal. Monsieur le représentant du ministère du Commerce, il est au courant. On a plus de 500 marchés couverts à travers le territoire national qui sont fermés. Donnons-les à ceux-là. Il y a plus de 50 000 ou 51 000 locaux du président de la République qui sont fermés, donnons-les à ceux-là. Il y a des investisseurs qui veulent investir, aider-les, d'argent qui circule dans la formelle, on doit trouver une solution, même pour la couverture sociale de ceux-là, de ces citoyens-là. Ils n'ont même pas de couverture sociale. Donc le commerce illicite, c'est lui qui fait défaut. Alors, est-ce que tous les commerçants sont d'accord d'abord pour aller vers ces mécanismes, Eddy, pour la facturation, pour la limitation de la marge bénéficiaire et puis, aujourd'hui, finalement, il le dit, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer le marché informel au commerce légal? Tout à fait. Au début, j'ai dit que nous sommes en train de revoir le mécanisme général dans le cadre de la normalisation des activités commerciales.
Dans ce cadre-là, tout le monde a été représenté, y compris nos amis de l'UJCA et toutes les associations du consommateur. Donc, le problème de la facturation, c'est le problème crucial, que tout le monde était d'accord pour que nous travaillions en collaboration étroite pour faire imposer la facturation aux commerçants. Mais malheureusement, je dis malheureusement, nos amis les commerçants ne veulent pas adhérer à cette démarche. D'accord? Primo. Deuxièmement, en revenant aux chiffres que nos amis ont lancé tout à l'heure, dire 60% illégal du commerce, c'est totalement faux. Je le dis. Nous avons un commerce formel, nous avons des chiffres officiels chez le CNRC, chez n'importe quel office public. Nous avons, c'est vrai, ce phénomène d'informel. 90 milliards aujourd'hui qui ont été annoncés par le président de la République. C'est la masse monétaire. Oui, la masse monétaire qui circule dans l'informel. C'est pas le commerce informel. Il est d'un ton minime. Vous avez un chiffre? Non, il n'y a pas un chiffre, mais nous avons recensé les niches du commerce extérieur, du commerce plutôt informel, sont autour de 150, 200, maximum 200. Je n'ai pas le chiffre exact, 200 200 000. Non, ça va pas 200 endroits du commerce informel. Nous avons entrepris une démarche pour éradiquer le commerce informel à un certain moment et le faire intégrer dans le circuit formel. Mais toujours, il y a de la résistance. Les gens ne veulent pas aller au marché. Voilà, justement, il y a eu la création des marchés. Il y a de la résistance des informels. Maintenant, si vous me demandez, vous dites que les commerçants n'acceptent pas la facturation, c'est tout à fait normal. Tant qu'il y a un commerce illicite, ils ne peuvent pas accepter. Mais là, on est dans un blocage, M. Benchoura. Si vous refusez, l'informel refuse, comment on va avancer? Prenons, c'est-à-dire éliminons ce marché informel. Et maintenant, on applique toute la réglementation, la facturation. Et la facturation, elle commence, c'est-à-dire au premier maillon de la chaîne, mais au dernier maillon. Mais c'est aussi l'illégalité de ne pas avoir de facture. Elle est exigée et obligatoire sur le producteur. Même pour le marché informel, elle est obligée. Vous ne contrôlez même pas le marché informel, il est libre. Maintenant, il y a des commerçants... Déjà, le marché formel, M. Benchoura, ne respecte pas le... Mais bien sûr qu'il ne respecte pas, parce qu'il voit qu'il y a une concurrence illégale. C'est nous qui payons, bien sûr. Oui, voilà, oui. Parce que comment voulez-vous qu'un commerçant qui paye ses impôts, qui a la case qui paye les charges sociales, tous les charges, loyer, il est contrôlé par la tutelle, par la direction du commerce, et l'autre qui est censé ne rien payer, il passe inaperçu. Et donc nous, on reste là à payer... Il y a deux poids et deux mesures. Il y a quand même une situation de blocage. Nous, autant que syndicat de l'Union Générale des Commerçants Artisans, on est prêts de s'entraider tous avec Mais peut-être, M. Benchoura, qu'en acceptant d'entrer dans cette régularité de facturation... On accepte, mais non, ça nous fait mal. Vous venez de dire que vous ne voulez pas puisqu'il y a un secteur informel. Non. Écoutez. Peut-être que le secteur informel, quand il verra qu'il y a des systèmes de régulation, des facilités, pourra peut-être intégrer plus facilement dans le commerce. Il y a un travail à faire en parallèle. On travaille sur la facturation, on travaille sur le marché illicite, et ainsi de suite. Mais si vous voulez me dire qu'on travaille sur la facturation et on laisse le marché illicite, non, je n'ai pas dit ça, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une résistance, quand même. Objectivement parlant, il y a de la résistance. Oui. Il y a de la résistance de la part du commerçant. Ils ne veulent pas s'inscrire dans cette démarche. Objectivement parlant, nous avons des chiffres. Alors, ils veulent quand même une équité avec le marché informel. Que proposer aujourd'hui? Les portes du ministère du Commerce étaient ouvertes et resteront toujours ouvertes. Nos amis étaient toujours les bienvenus dans les réunions. Ils ont participé avec nous. Et, nous avons mis sur la table toutes les solutions possibles. Donc, c'est un problème de sensibilisation et parfois de représentativité. Ces syndicats, peut-être, je dirais bien, peut-être, ils n'ont pas la représentativité
exigé pour faire une influence sur les commerçants pour adhérer à la démarche de l'État. C'est pour ça qu'on rencontre cette résistance, mais nous sommes aujourd'hui déterminés, les pouvoirs publics sont déterminés à mettre de l'ordre dans l'activité économique. 30 ans d'emprisonnement, criminalisation des situations extrêmes quand même. Pour vous aider dans le cadre de l'économie. Vous êtes les bienvenus, monsieur. Oui. Mais il y a toujours ce blocage, hein, monsieur Soupar. Oui. On est là. Moi, je voudrais revenir sur toujours l'identification des acteurs. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la spéculation, si je parle du secteur que je représente, vous savez, il y a l'amont et l'aval. Donc, à partir de l'amont, évidemment, chez le producteur, généralement, il se plaint parce qu'il ne gagne pas beaucoup, c'est-à-dire par rapport à la marge que prend le commerçant, de toute façon les intermédiaires. Donc aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur le maillon de la distribution, parce que c'est ce maillon qui échappe entre guillemets à l'État. Donc aujourd'hui, s'il y a un travail à faire, c'est dans ce circuit, c'est dans ce maillon qu'il faut vraiment identifier et formaliser. Nous, dans le secteur, à un moment donné, pour au moins une filière, le lait, parce qu'il est subventionné, vous savez qu'il est fortement subventionné. Donc, il est toujours en pénurie, hein? Oui, bon. Qui connaît très souvent des crises. Ça, c'est une autre histoire. Notre histoire. Pour votre information, des pays développés ont mis 40 ans à 50 ans pour construire une filière comme celle du lait. Donc, ça prend du temps. Donc, je voulais juste vous dire qu'à un certain moment, les collecteurs de lait échappent complètement au contrôle. Donc, nous les avons fait intégrer, nous les avons formalisés avec des conventions. Donc, ce qui fait que nous avons pu avoir quand même ce maillon contrôlé, identifié. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait, etc. On voit que beaucoup de choses échappent quand même au contrôle. Un deuxième point sur lequel, peut-être qui est très important, vous avez parlé tout à l'heure de l'offre. Oui, je voulais revenir sur cette question. Oui, je voudrais revenir parce qu'elle est très importante et beaucoup, peut-être, ne fait pas attention. Mais aujourd'hui, surtout dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, il y a le problème de ce qu'on appelle, si je peux utiliser cette expression, l'offre de vente. C'est-à-dire l'offre, il existe, mais l'offre pour la vendre n'existe pas parce qu'on n'a pas de marché de proximité. Aujourd'hui, pour celui qui habite à Alger, dans chaque quartier, pratiquement, on trouve peut-être, maintenant que le commerce a autorisé les commerces ambulants, on peut trouver une camionnette qui vend les fruits et légumes. Et sinon, et pourtant, il y a eu quand même des marchés de proximité qui ont été proposés pour les commerçants et ça a été refusé. Pourquoi? À un moment donné, ça c'est mon collège de commerce qui peut répondre. Non, mais je pourrais en dire un mot. On a construit des marchés là où on ne peut rien construire, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un urbanisme commercial. Un marché, c'est une infrastructure sociale. Qui doit être à proximité dans toute l'histoire, de toutes les villes dans le monde, le marché, c'est un noyau, c'est structurant d'une ville. Nous, on a construit des marchés dans des assiettes résiduelles, là où on n'a rien fait. Et c'est tout à fait normal que ni les commerçants, ni les vendeurs, je dirais pas commerçants, n'ont voulu y aller, ni les consommateurs d'ailleurs. Et là, ça, ce n'est pas le domaine ni du commerce, ni de l'agriculture, c'est les APC. C'est le ministère de l'Intérieur, malheureusement, à travers les présidents d'APC qui n'ont pas fait leur travail. Et aussi, bien sûr, les directions d'urbanisme qui ont fait, entre parenthèses, j'aime pas dire trop ce mot, mais du n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est en train de payer. Des marchés ont été réalisés, fortement payés, malheureusement, qui sont fermés et personne ne voudrait y aller. Maintenant, la solution, c'est quoi? La solution, c'est chacun refuse d'adhérer aux solutions de l'autre. Mais nous, on va pas à demi-mot. Maintenant, il faudrait utiliser la force publique. Il faudrait prendre ces marchands ambulants, ces marchands informels, et les mettre dans ces marchés avec de la force. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. On ne peut pas délocaliser le marché et de reconstruire ailleurs parce qu'il n'y a plus d'assiettes, malheureusement, surtout dans les grandes villes.
D'une part, et d'autre part, comme il a dit M. Zobar, c'est quand on n'a pas ce réseau de professionnels, tout le monde vient et il pique de l'argent au trésor public et aux consommateurs comme il veut et au vu et au su de tout le monde. C'est tout le monde qui sait. Quand on va sur un marché et on voit que c'est informel, qu'il y a tout qui se vend là-bas, personne ne peut les contrôler et tout le monde sait que ça provient des hangars où ça a été stocké d'une manière informelle, donc c'est de la spéculation. La distribution, elle se fait sans le respect des normes. Le stockage, c'est fait sans le respect des normes. Alors, le stockage est permis, mais bien sûr, selon des normes. Hein. C'est des normes. Il y a un temps pour le stockage. Voilà. Après, il faudrait faire même des analyses, faire un contrôle sanitaire avant de déstocker. Malheureusement, il y a tout ça qui nous échappe, je dirais, que nous tous. Il n'y a pas que le stockage. Hein. J'ai lu aussi qu'il y avait d'autres façons un peu de détourner la marchandise et de la laisser carrément sous terre. Comme pour la pomme de terre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inventivité quand même. Oui, nous avons rencontré ce phénomène l'année passée, durant le mois de Ramadan, au niveau d'une wilaya de l'Ouest, où des spéculateurs ont acheté carrément des parcelles de terre, de pommes de terre. Et ils n'ont pas à procéder à l'arrachage d'une manière vraiment large. Ils donnent au compte-gouttes au marché, c'est pour ça. Nous avons rencontré ça. Et nous avons travaillé en collaboration avec nos amis de l'agriculture et nous avons obligé ces gens-là à arracher la pomme de terre durant le mois de Ramadan pour approvisionner le marché. Alors souvent, ce qu'on reproche généralement au secteur, c'est qu'il n'y ait pas de transversalité, qu'il n'y ait pas vraiment une coordination entre le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, encore une fois, les autorités demandent à ce qu'il y ait un renforcement de coordination entre les deux ministères en vue d'assurer un contrôle maximal sur les produits agricoles, les légumineuses et les pâtes alimentaires. Dans cette démarche, si vous permettez, M. Zobar. Il manque l'industrie alors. Hein. L'industrie, le ministère de l'Intérieur, aussi les brigades de gendarmerie. Pour l'industrie agroalimentaire, parce que c'est important aussi. Oui. Nous avons formalisé tout ça par pas mal de mécanismes, des décisions administratives et des réunions. Actuellement, aujourd'hui exactement, nous avons été au ministère de l'Agriculture avec nos amis de l'agriculture pour pouvoir trouver des solutions à certains problèmes. Donc vous dites que vous travaillez en coordination étroite. Toutes les informations circulent entre vous, elles sont visibles. Et comme l'a dit mon collègue aujourd'hui même, on était ensemble pour mettre en place un dispositif en commun de coordination pour pouvoir contrôler plus et bien entendu pour surtout également ne léser personne, parce que certains agriculteurs se plaignent un petit peu. Donc avec nos amis du commerce, nous avons mis en place un plan opérationnel qui peut, bien entendu, nous faire sortir de cette problématique de beaucoup qui se pose aujourd'hui. C'est un problème de coordination, mais je dois dire que il y a de la coordination, mais il y a également les difficultés parce que la coordination institutionnelle ne suffit pas à elle seule, mais il faut qu'il y ait également, comme l'a dit mon collègue du commerce tout à l'heure à l'adresse des commerçants, il faut que la contribution de tous les acteurs, et moi j'ai toujours, surtout dans notre secteur, puisque nous attelons à créer ce qu'on appelle les pôles agricoles, ce que d'ailleurs a soulevé notre ami de l'association des consommateurs, c'est l'identification des pôles de production à l'échelle nationale pour pouvoir avoir une cartographie justement de chaque zone et quelle est la culture qui convient à cette zone et après, bien entendu, intervenir par des soutiens. Plus tard, on ne soutient pas n'importe quelle culture et dans n'importe quel endroit.
Donc, c'est il faut l'accompagnement aussi. cette carte. Ouais, c'est l'accompagnement des agriculteurs aussi, des producteurs. Et leur formation également. Oui, parce que vous imaginez tout ce que dépense l'État pour soutenir les producteurs. Et à la fin, on les laisse faire tout seuls. Moi, j'imagine comme ça un scénario, parce que je suis un peu rêveur. Je me dis que si on identifie les producteurs, et on sait qu'est-ce qu'on va planter, par exemple, à Saïda. Dans la région de Saïda, on a quand même des milliers d'hectares, on a des producteurs, et on va leur commander de l'oignon, par exemple. Mais donc, je sais combien d'hectares qu'ils ont, et combien qu'ils vont produire, et quand ils vont planter, et quand ils vont arracher. Donc tout ça, ça va être suivi par la direction de l'agriculture de la wilaya de Saïda, avec toutes ces inspections. Il y a des informations à prendre, il y a de l'accompagnement, il y a des visites, d'ailleurs même pour le contrôle sanitaire. Après, quand c'est numérisé, en même temps, quand on importe des produits phytosanitaires, des pesticides par exemple, ces agriculteurs, quand ils achètent, c'est numérisé, donc on sait quelle est la quantité qu'ils ont pris pour et on en a eu des problèmes à cause de ça, une mauvaise formation des agriculteurs. Donc il y a l'intersection de toutes ces informations numérisées qui va laisser l'agriculteur travailler à l'aise et le consommateur consommer en toute tranquillité. Il y a la qualité, bien sûr. Donc, est-ce que ça, c'est difficile? On est en 2021. Et je suis désolé, c'est pas pour vous êtes mes amis, mais je dirais que c'est les mêmes discours qui reviennent d'année en année. Moi, je suis à l'association depuis 2014, et c'est la même chose qu'on entend d'année en année. Et on est très en retard. Ni on a identifié, ni on a réalisé les infrastructures de base pour la régulation du marché. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que, enfin, notre association, l'Aman, que l'État devrait être régalien et régulateur. C'est déjà ça. Faire de la réglementation, la faire appliquer. C'est le texte d'application aujourd'hui. Et la régulation, qui doivent excusez-moi, la régulation, c'est des infrastructures. Il y avait des projets de frigomidite, 13 plateformes stratégiques sur le territoire national. On ne sait pas où ça en est. Où est-ce que ça en est? Bien. Il y a les marchés de gros, les marchés régionaux, les marchés de gros, les 9 grands marchés régionaux. Et puis les 1000 marchés de proximité. Donc il y avait beaucoup de chiffres annoncés en 2010. On est en 2021. Et on les voit toujours moi-même, j'ai vieilli de 11 ans et on attend toujours des résultats. Il y a bien entendu le secteur public, frigomidite, qui relève du groupe agrologue, bien entendu, qui est un outil de régulation, parce qu'à l'origine, effectivement, le gouvernement, bien sûr, à travers les bassins de production, donc il a imaginé, bien sûr, l'installation aussi bien des marchés de gros qui appartiennent à Magro, qui relèvent du ministère du Commerce, et également les plateformes logistiques et des entrepôts frigorifiques qui y appartiennent à Frigomidite. Bien aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entrepôts frigorifiques qui appartiennent à Frigomidite. Nous avons une plateforme logistique que vous connaissez à Boufarik, qui est pratiquement l'une des meilleures à l'échelle nationale, à travers laquelle la plupart des produits transitent pour l'exportation, des produits agricoles. Nous avons aussi une plateforme au niveau de l'Oued, qui est quand même de 20 000 mètres cubes, qui est très importante, et les autres infrastructures sont... oui, il y a beaucoup, notamment vers le sud, parce que nous ambitionnons d'exporter le produit agricole à travers, vers les pays africains, notamment à travers la ZDCAP, la zone d'échange africaine, continentale. Donc ça... ça c'est pour l'export, M. Zobal. Non, c'est d'abord la régulation. Vous savez, la régulation, et il y a d'abord le marché national, il faut satisfaire le marché national. Il y a bien entendu le stockage légal, parce que je voudrais dire un mot à ce propos, pour que nos amis agriculteurs le sachent. Le stockage, ce n'est pas quelque chose d'illégal. Le stockage n'est illégal que quand on ne le déclare pas. Parce on a remarqué quand même beaucoup de résilience de la part... Il est stockable, parce que aujourd'hui, si vous ne stockez pas l'oignon, qui est vraiment, qui connaît un prix vraiment dérisoire sur le marché, donc il y a une offre abondante, donc si on ne le stocke pas, il va bien entendu être jeté. Donc on est obligé de recourir aux entrepôts pour stocker.
Il y a eu quand même également, beaucoup... si vous permettez, Oui, bien sûr, je termine par rapport à la régulation. Il y a aussi la transformation, ce qui est un moyen aussi de réguler les produits agricoles. Mais il y a également l'exportation. Donc tout cela permet justement, pour ne pas tomber dans ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir, c'est-à-dire des fois l'agriculteur perd et des fois le commerçant, le consommateur, n'arrive pas à acheter le produit parce qu'il est cher sur le marché. Voilà. Je voulais juste dire que bon, le ministère de l'Agriculture a fait quand même montre de beaucoup de résilience durant la crise du Covid, où il a dû à chaque fois répondre aux besoins du marché national. Enfin, il y a eu des crises où à chaque fois on a pu répondre à cette demande. Il y a aussi, je pense que vous avez tous suivi et lu, du moins sur la presse, que l'Algérie est le seul pays africain qui est classé en bande verte dans le monde. Il rejoint les pays de l'Europe, du Canada, des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'Algérie ne connaît pas de famine, c'est-à-dire n'a pas de famine, et c'est l'un des pays, c'est le premier pays en Afrique qui connaît une sécurité alimentaire. Oui. Pour l'instant, car pour le moment, les citoyens n'arrivent pas à acheter le poulet, ils n'arrivent pas encore à acheter certains fruits et légumes. Les fruits, on n'en parle même pas, c'est devenu carrément du luxe. Monsieur Benchara, je voudrais revenir à... Il y a eu des tentatives de la part du ministère du Commerce pour essayer de réguler ces spéculations. Une tentative qui n'a pas été en tout cas bien accueillie, c'était cette vente directe par les agriculteurs sur les marchés de gros et qui a été prise apparemment unilatéralement par le ministère du Commerce. Aujourd'hui, vous réfutez, c'est aux commerçants aujourd'hui de prendre ce rôle. Chacun doit jouer son rôle. L'agriculteur, il est là pour produire et le commerçant, il est là pour vendre. Maintenant, si on prend des décisions comme ça, donc il y a beaucoup de commerçants qui vont fermer, c'est-à-dire leur commerce, déposer le registre de commerce. Même l'agriculteur qui travaille beaucoup ne peut pas écouler sa marchandise lui-même. Laissons-le produire et ce commerçant, laissons-le faire le commerce. Donc maintenant on est en train de... Pour nous c'est une décision qui a été mal prise parce que le lendemain, toutes les wilayas, tous les marchands de fruits et légumes à travers des marchés de gros sont venus réclamer cette décision qui a été prise sans vous consulter. Sans nous consulter. On n'a pas été consultés. Oui. Alors il nous reste très peu de temps. On va essayer de parler aussi de la viande blanche. Les producteurs ont convenu de réduire le prix du poussin à compter de ce mardi, ce qui se répercutera sur le prix de la volaille une fois la période de production achevée. Oui, évidemment, bien entendu. Quand le poussin, évidemment, et coûte moins, bien sûr, il y a moins de charges pour l'aviculteur, l'éleveur. Il était entre 120 et 180 et il arrivait à parfois dépasser la barre des 200 dinars. Effectivement, il a connu, là, c'est justement, on revient toujours à la spéculation, parce que il n'y a pas de raison que le poussin arrive à 180 dinars, voire à 200 dinars. Oui. C'est pas normal. Alors que son coût peut-être ne peut pas dépasser les 60 à 70 dinars. Donc, c'est pas un problème d'offre et de demande. Production. Oui, mais l'offre et la demande n'est pas toujours la réponse adéquate. Il y a de la spéculation. Il faut le dire. Il faut le dire clairement. Donc, nous, bien sûr, dans le cadre de dialogue permanent avec les professionnels, nous avons ouvert le dialogue avec eux pour négocier avec eux, c'est-à-dire pour les aider, à vrai dire, à négocier, parce qu'il y a beaucoup de... C'est dans le cadre interprofessionnel, parce qu'il y a les agriculteurs qui achètent le poussin, il y a les producteurs de poussins, c'est-à-dire il y a tous les maillons, donc on les a tous rassemblés, réunis, et bien sûr, on a arbitré entre eux pour pouvoir... Il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même qu'on parle de cette loi sur la concurrence.
Il y a des amendements qui sont prévus justement, qui sont proposés dans le cadre du projet de loi de la concurrence concernant les marges bénéficiaires, l'encadrement des prix des produits de base, le monopole sur le marché et les règles de la concurrence loyale en œuvrant à conférer davantage de transparence aux transactions commerciales et professionnelles. Avant de vous répondre à cette... Vous avez 30 secondes, on arrive au terme de l'émission. Uniquement pour la décision prise dans le cadre de la régulation du marché et dans le cadre de la protection du consommateur et de son pouvoir d'achat. Nous avons constaté qu'il n'y a pas assez de traçabilité qui nous permettent de déterminer les marges bénéficiaires de chacun Nous avons pris cette décision pour pouvoir donner aux consommateurs une alternative d'acheter ses besoins d'une manière... c'est pour ça, si on avait la traçabilité nécessaire, on n'a pas pu le faire. Mais c'est une décision réglementaire, elle est prévue par la réglementation. Revenons à votre question. En 10 secondes, s'il vous plaît. Très bien. Sinon, on va nous couper. D'accord. La loi sur la concurrence, elle est en train d'être révisée pour déterminer les marges et pour permettre à l'État d'intervenir d'une manière légale pour réguler le marché. Un des autres mécanismes qui doit rentrer dans la régulation. Oui. Je ne sais pas si on va nous accorder encore 10. Monsieur Menoual, oui, on nous les accorde. Je voulais savoir quel est le rôle du citoyen dans tout cela. Aujourd'hui, est-ce qu'il doit aussi dénoncer toutes ces hausses ou ces hausses de prix Vous savez qu'il fait un temps, on disait aux citoyens, même sur ce plateau, on disait que si on ne peut pas acheter de la viande, il faut aller manger des lentilles, des haricots et des pois chiches. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas le faire. On pourra même pas les lentilles, les pois chiches. Parce que ça coûte cher. Et là, moi, je profite pour demander donc, aux autorités du pays de revoir le système de la TVA. Parce que revoir l'IRG ne touche pas à tous les Algériens. Ce n'est pas tous les Algériens qui sont déclarés, qui ont des salaires et dont on peut toucher l'IRG. Mais la TVA qui est à 19% sur tous les produits, ça c'est anormal. C'est pas normal qu'on paye 19% sur une bouteille d'eau minérale et on paye 19% sur un bijou en or et en saphir. Ça, c'est pas normal. Donc, il faudrait revoir et même éliminer la TVA temporairement. Action solidaire avec le peuple. Éliminer la TVA temporairement sur les produits de large consommation. Nous, on va gagner, nous tous, on va gagner presque 20%, presque un cinquième. C'est-à-dire sur 1000 dinars, on va gagner 190 dinars dans notre poche pour acheter autre chose. Donc ça, c'est une demande qu'on fait au pouvoir public parce qu'on l'a fait autrement par écrit. Ça n'a pas abouti, mais j'espère qu'à travers l'écran de Canal Algérie, qu'elle puisse passer. Monsieur Benchoua, prêt à faire des efforts pour la facturation? Écoutez, nous, on l'a toujours dit, on est là pour, c'est-à-dire pour trouver des solutions avec nos confrères, avec les consommateurs, avec nos confrères pédaleurs, commerçants, etc. Et on voit clairement qu'il y a une volonté politique pour mieux faire. Alors, on leur tend la main, on est là, on est présent pour mieux faire et pour trouver des solutions à notre marché. Allez, j'espère que la prochaine fois qu'on reviendra sur ce plateau, ce sera avec des solutions concrètes et des actions réelles sur le terrain. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.